Yo! Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube Une Seconde Rocks pour une nouvelle analyse aujourd'hui de la chasse-galerie. Comme la vidéo se concentre autour d'une légende et que par définition il en existe plusieurs versions, on y reviendra sous peu. Je vous précise que pour mon analyse, je me suis basée sur la version d'Honoré Beaugrand. Comme l'œuvre de cet auteur fait partie d'un recueil, je vais vous parler un petit peu de l'œuvre dans son intégralité, mais je vais concentrer mes poussées de réflexion sur, précisément, la chasse-galerie. Il est très fort possible que votre professeur vous fasse pas lire nécessairement la même version que moi je vais avoir lu. C'est pour ça que je vais rester vague, dans le sens où je vais pas analyser concrètement l'écriture de Honoré Beaugrand, mais plutôt la légende dans son entièreté et les traces qu'elle a laissées au Québec. Puis le cheminement de ce qui a mené à ce qu'on connaît d'elle aujourd'hui. C'est parti! Né en 1848 et décédé en 1906, Honoré Beaugrand est d'abord le fondateur de plusieurs journaux qui défendaient les réalités franco-canadiennes de son époque. Son journal La Prairie est devenu un point d'ancrage des opinions politiques libérales de son parti dans la ville de Montréal, et c'est ce qui lui a permis de gagner l'élection à la mairie de Montréal en 1885, à l'âge de 36 ans. Il sera en poste pendant 2 ans, pendant laquelle il sera vraiment très investi dans la réforme de l'hygiène de la ville par rapport à l'épidémie de variole. En plus de la révolte des Métis quelques mois plus tard, qui va avoir mené à la pendaison de Louis Riel, ça c'est une tranche très historique de l'histoire du Canada. Nous y reviendrons définitivement dans une prochaine lecture, mais on n'y plongera pas aujourd'hui. Bref, mettons que c'est un 2 ans où il n'a pas chômé, parce que dû à la trop grosse charge de travail et à sa santé déclinante, il ne s'est pas représenté à l'élection de 1887. Il profitera du reste de sa vie pour agrandir sa bibliothèque de grands collectionneurs, publier ses propres récits, comme celui de la chasse-galerie Légende canadienne en 1900. La chasse-galerie est une des légendes québécoises les plus connues. Elle raconte l'histoire d'une gang de bûcherons qui ont fait un pacte avec le diable pour pouvoir survoler la forêt en canot volant et ainsi aller voir leur famille pendant le temps des fêtes. Je simplifie au maximum. Mais le recueil La chasse-galerie d'Honoré Beaugrand est un recueil de 95 pages publié chez la Bibliothèque québécoise. Elle comporte 6 légendes classiques québécoises, dont la dernière, Le fantôme de l'Avare, qui n'était pas dans l'édition originale lors de la première publication de l'œuvre. Donc cette version-ci que nous retrouvons, elle a été retravaillée de la première version qui était La chasse-galerie Légende canadienne. Elle a été retitrée sous seulement le titre La chasse-galerie. Le style d'écriture se mixte beaucoup entre la tradition orale et le récit écrit. On lit ces légendes comme si c'était un des personnages qui nous racontait sa propre histoire ou son vécu. La langue, elle suit ce courant d'idées par rapport au choix des mots, à la formulation des phrases. On n'est pas dans du gros joual pour autant. La langue, elle reste pas mal littéraire par moment. C'est un mix, encore une fois, des mots un petit peu plus littéraires et d'un mélange plus québécois, parce que la narration écrite est un petit peu neutre, entre guillemets, dans son français. C'est un excellent recueil à avoir dans sa bibliothèque parce que ça nous donne un bon spectre de plusieurs légendes classiques québécoises dont on parle plus beaucoup, mis à part la chasse-galerie, qu'elle nous raconte nos propres légendes dans un style beaucoup plus d'époque. C'est intéressant. Honoré Beaugrand n'a pas inventé la légende de la chasse-galerie. Il nous l'a tout simplement transmis par écrit. Nuance très importante à faire. Par définition, une légende est un récit à caractère fantastique ou surnaturel, où les faits historiques sont transformés par l'imagination populaire. Pour avoir donc le titre de légende, il faut que ce récit ait une panoplie de façons de le raconter. Mais qu'au final, à quelques détails près, dépendant des endroits où le récit est raconté généralement, l'histoire est toujours sensiblement la même. Je peux ici et maintenant vous raconter l'histoire de la chasse-galerie sans pour autant vous lire mot pour mot la version d'Honoré Beaugrand. Puis ça reste la même histoire. Ce qui crée justement cet univers où il existe plusieurs façons de raconter l'histoire, sans qu'elle soit toujours exactement la même. C'est d'abord parce que c'était transmis de façon orale. Dans les parties de Noël, un moment donné, il y avait un conteur qui se levait et qui était comme genre « Let's go, moi vous conter une histoire ». Et ce qui vient de la légende, c'est qu'à la base, ces anecdotes étaient basées sur des faits réels, ou du moins étaient racontées comme étant des faits vécus. Genre, la cousine de mon beau-frère, c'était lui qui s'est arrivé, moi on va vous conter ça, puis là, 2 semaines plus tard, dans un autre party de famille, un autre vieux bonhomme se lève et il est comme genre « Hey, on va vous conter ce qui est arrivé à la cousine du beau-frère d'un gars avec qui j'ai déjà travaillé dans le bois. » Et un autre, une autre, jusqu'à temps qu'on perde toute trace de qui a parti l'histoire en premier. Et qu'on perde la notion de qu'est-ce qu'il y a de vrai et ce qu'il y a de faux à l'intérieur de cette histoire-là aussi. Mais faux, entre guillemets aussi, parce qu'en fait, on sait pas. C'est à caractère fantastique, surnaturel, et on n'a pas de preuve que le surnaturel ou fantastique n'existe pas. Fait que ça, c'est un autre débat complètement. Mais bref, la transmission des légendes au Québec, ça, c'est d'abord transmis de façon orale. Pour bien illustrer l'idée d'une légende, il n'y a rien de plus facile que de vous en faire écrire une. Vous avez peut-être même déjà fait l'exercice au primaire. Moi, par exemple, je me rappelle que je l'ai fait. En termes de quantité, une légende, c'est jamais bien long. Parce que n'oublions pas, c'était des histoires qui étaient racontées à l'oral. Il y a personne qui a le temps, le 24 au soir, d'écouter mon oncle Jacques raconter une histoire qui va traîner pendant 3 km de long jusqu'au jour de l'âne. Donc, comme la légende est courte, c'est un exercice rapide d'écriture. Et ça stimule la compréhension, comme l'imagination, la
créativité, la chose importante, c'est de suivre les critères. Prenons cette idée comme exemple. Je vous demande de me réécrire votre version de la chasse-galerie. Ce que je m'attends à lire, c'est pas une histoire complètement différente. J'ai besoin des éléments de base. La gang de gars dans le fond du bois qui s'ennuie de sa famille, qui font un pacte avec le diable pour aller le voir pendant le temps des fêtes, doit être de retour dans les délais donnés puis respecter les règles, sinon leur âme va appartenir au diable. Shit go wrong, mais ils vont réussir à s'en sauver. Donc je paraphrase l'histoire au max. Si ces éléments-là font pas partie de la légende que vous écrivez, alors que je vous ai demandé de m'écrire la chasse-galerie, on a un problème. Si dans votre version de la chasse-galerie, on rencontre une petite fille qui se promène dans le bois puis qui rencontre un méchant loup pendant qu'elle va porter des petits fours à sa grand-mère, puis que ça finit en party de fête de la mamie sur le bord d'un rang de l'autoroute 20 en 2105, là, c'est pas la chasse-galerie que vous êtes en train de me raconter, c'est une histoire sans bon sens. T'as beau avoir ajouté « Ah, ce qui paraît », puis « On dit dans le village que », ou ben « La légende raconte », tu répondras pas aux critères. Et devoir écrire la chasse-galerie, ça veut pas dire de ne pas être créatif dans les détails qu'on donne ou dans la modification qu'on va apporter à la légende. Mais c'est surtout de s'assurer que les éléments de base sont vraiment là, présents et clairs. Après, on ajoute le fluffy. C'est le fun, le fluffy. Si par contre je vous demande de vous m'écrire n'importe quelle légende, là c'est fair game. Prends n'importe quelle niaiserie qui te passe par la tête. Mais faut pas oublier les critères. T'as beau m'écrire la plus belle histoire, la mieux craftée de ta vie. Si tu réponds pas aux critères de correction, tu n'auras pas la note de passage. Chaque prof a sa manière d'enseigner et chaque prof a sa liste de critères précis qu'ils vont vous donner, qui vous la donnent pour que votre travail soit vraiment clair et précis et répondre à chacun de ces critères. Suis-les. Le plan de structure narrative pour écrire une légende, il va vous être donné. Et expliqué. Puis ça va être important de le suivre. C'est vraiment le fun quand on vous donne le droit d'écrire sur n'importe quoi. Là. Faut pas tomber dans le piège pour autant. Vous n'êtes pas sûr de comprendre la structure narrative. Si vous n'êtes pas sûr de savoir par où commencer ou comment prioriser vos informations, n'hésitez pas à aller poser des questions à votre prof. Faire des recherches de votre côté aussi, hein? Vous êtes capable avec l'Internet. On peut tout faire à cette heure. Allez lire différentes versions de la chasse-galerie. Allez lire d'autres légendes canadiennes, d'autres légendes québécoises pour mieux comprendre le schéma, la structure. Quand vous vous sentez bloqué, parlez-en. Comme je le répète souvent, c'est pas dans l'intérêt de vos profs de vous voir couler. C'est jamais dans leur intérêt de vous voir en difficulté. N'hésitez jamais à aller leur demander de l'aide. Pour vous donner quelque chose d'encore plus concret, mon cher partner in crime Guillaume m'a donné sa liste de critères à une bonne légende québécoise et m'a fait prêter à l'exercice de cibler les éléments importants que j'aurais à utiliser si je faisais l'exercice moi-même. Alors le critère numéro 1, ça doit être basé sur des faits réels. Gardons encore pour exemple la chasse-galerie. Alors le fait que la chasse-galerie soit d'abord rapportée comme étant des faits vécus, des faits réels, comme des témoignages de choses réelles, vient dans ma tête un peu répondre à ce critère-là. On est d'ailleurs dans un contexte historique qu'on connaît qu'il a existé, donc qui est clair et précis. On en vient après ça au point B, mais on va rester dans le point A pour l'instant. Donc le contexte historique, il est réel, dans le sens où c'est vrai qu'il y avait des groupes d'hommes qui partaient dans des cabanes, dans le fin fond des bois, pour aller faire leur job de bûcheron, puis qui revenaient pas à temps pour le temps des fêtes, puis qui étaient pognés à cause de la neige, parce qu'on le sait, il y a de la neige qui tombe ici, puis qui tombe en esti. Fait que tout ça est historiquement plausible. On le sait que c'est arrivé. C'est des faits historiques. Nous sommes donc, à la base, dans des faits réels. Donc, dans un lieu et dans un temps précis, dans une légende, on est clair et précis. Ça s'est passé à telle date, à telle place. Parce que c'est là que ça vient confirmer le fait que c'est peut-être vrai. Alors, dans la chasse-galerie, si je me fie à la version d'Honoré Beaugrand, on a la veille du jour de l'an 1858, dans les chantiers de Ross, en haut de la Gatineau. Si ça, c'est pas assez précis pour toi, mon ami, on répond donc aux critères si on met un lieu précis et une date précise, avec un temps précis dans la journée. Vas-y, bande, dans les détails. Je dis la bonne voix, là, Guillaume, je raconte de la merde. C, ça prend une exagération et une modification des éléments. De ce qui est vrai dans l'histoire qui va devenir exagéré puis bien intense. Alors ça, personnellement, je trouve que ça se traduit beaucoup à l'intérieur des émotions puis des conversations que les personnages ont, parce que ça prend des dimensions très personnelles puis très sentis, puis c'est des hommes de bois qui sentent la détresse, puis la goût de voir leur famille, puis la souffrance, puis c'est ça qui va les amener à faire un pacte avec le diable, là, on s'en souvient, là, ça prend des émotions fortes pour faire ça. Là. On exagère aussi des fois dans des éléments de température, tu sais, on va dire la température était tellement intense, ou genre la neige était plus haut que les glaciers. Je dis un peu n'importe quoi, c'est pas exactement ça qu'il y a dans la chasse-galerie, mais bon, vous comprenez ce que je veux dire par exagération. D, ça prend une présence de fantastique ou de surnaturel. De là, la présence du diable. Et on a aussi un canot volant aussi, là, qui est quand même, on va dire que c'est pas quelque chose que tu croises n'importe où, n'importe quand, dans la vie de tous les jours. Là. C'est comme les deux premiers éléments qui me viennent en tête, mais bon. Et le dernier critère, ça prend un personnage qui est dans une situation
qu'il n'est pas capable d'expliquer et qui donc l'angoisse. Je sais pas pour toi, là, mais moi, quand j'ai lu que le personnage, il était comme genre, ouais, je suis pas sûre que faire un deal avec le diable, c'est une bonne idée, j'ai senti qu'il était angoissé. Puis encore là, c'est des situations qu'ils sont pas capables d'expliquer, dans le sens où ça a juste à donner qu'il savait comment faire pour appeler le canot, puis qu'il savait comment faire pour faire un pacte avec le diable, puis tout ça, là. Il est pas capable d'expliquer dans les détails comment ça s'est passé, l'expliquer des détails fantastiques et surnaturels quand tu leur donnes une explication. Déjà, c'est moins fantastique et moins surnaturel. Donc, notre personnage ne peut pas expliquer comment et pourquoi ça s'est passé. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il l'a fait et qu'il était pas bien de le faire, mais qu'il l'a fait pareil. Bref, est-ce que tout ça fait du sens? Est-ce que j'ai bien fait ma job? Je l'ai pas fait réviser par Guillaume avant de le faire dans cette vidéo-ci. Fait que Guillaume, c'est un bon moment pour me dire si j'aurais passé ton cours ou si je l'aurais violemment échoué. Parce que si je l'ai violemment échoué, on a un petit problème parce que je pense qu'il faudrait que j'arrête de faire des vidéos sur YouTube si c'est le cas. Mais bref, on en reparlera une autre fois. Comment est-ce que vous avez répondu à ces critères-là? N'hésitez pas à me partager vos propres opinions, vos propres recherches dans les commentaires. Si vous regardez un peu le spectre des classiques légendes québécoises / canadiennes, vous remarquerez qu'il y a bien des thèmes qui reviennent très régulièrement, dont probablement le plus intense, la religion catholique. Pourquoi? Parce que ces légendes-là ont commencé à se transmettre à une époque où la religion catholique avait énormément de pouvoir et était partout autour de nous. La religion catholique avait un pouvoir extrêmement poignant sur tout le monde. Donc ces histoires-là qui étaient racontées dans des parties de famille, dans le but, oui, de divertir et d'avoir du fun, n'étaient pas seulement ça. Quoique la légende ne convient pas obligatoirement à une conclusion du type moral, ça vient plus toucher à une histoire comme un conte, mais ça, c'est une autre histoire complètement. Beaucoup de nos légendes classiques québécoises tournent autour du fait que si tu danses avec le diable, ben tu vas te faire brûler. On a d'ailleurs la magnifique histoire de la légende de Rose la Tulipe, qui, ben c'est exactement ça qui est arrivé. Elle a dansé avec le diable après minuit. Le soir du carême. Fait que là, elle s'est fait brûler les mains, puis là, tout le monde savait qu'elle avait dansé avec le diable. C'est un péché! J'irais pas jusqu'à dire que la religion faisait de la propagande à travers les légendes québécoises, parce qu'on n'a pas vraiment de source exacte de où est-ce que tout ça s'est parti. Mais ce qui est sûr, c'est que les gens qui racontaient ces légendes-là croyaient dur comme fer à l'importance de respecter ces morales religieuses. C'était pas non plus la seule chose qui ont construit nos légendes. Il n'y a pas juste la religion dans les légendes québécoises. Elles sont aussi beaucoup inspirées de certaines traditions françaises et se sont développées à devenir uniques et appropriées à la culture québécoise, disons ça comme ça, et à la réalité du peuple canadien. Elles sont inspirées aussi et mélangées avec des récits des Premières Nations et de la spiritualité que ces légendes-là partagent. Guillaume en a d'ailleurs cité quelques-unes. La Corriveau, qui est une grande légende qui est aussi basée sur des faits réels, hein, on s'en souvient, c'est ça la légende. Hein. La légende de Joe Montferrand aussi, la légende du Pont de Québec, le Revenant du Gentil. Les origines et les influences de nos légendes, elles sont uniques, parce qu'elles sont mélangées dans toutes sortes de traditions. Je dois admettre que je suis quand même assez fascinée par nos légendes, même si elles ne veulent pas moralement dire grand-chose pour moi. Ça m'est souvent arrivé de me demander comment ça se fait qu'il n'y a plus de légendes qui se transmettent vraiment. Il n'y a pas vraiment de légendes qui se transmettent qui sont modernes, on va dire ça comme ça. T'sais. Et je me demandais pourquoi, puis Guillaume m'a beaucoup fait le parallèle avec ce qu'on vient de discuter par rapport à la religion catholique, c'est que les gens sont beaucoup moins croyants qu'ils l'étaient à une époque. Alors le point d'ancrage peut-être de la transmission des légendes au Québec s'est perdu à travers, la Révolution tranquille. Et la construction d'une légende, l'analyse d'une légende, la création d'une légende existe encore et est toujours possible. Vous pouvez créer vous-même votre propre légende moderne, votre propre légende contemporaine en 2021. Et c'est plus difficile d'avoir la distanciation historique, parce qu'on est dans le présent, on n'est pas dans l'histoire, mais bref. C'est dommage peut-être que les légendes aient pu la place qu'elles ont eue à un certain moment dans notre culture. Et c'est pour ça qu'on continue de parler des légendes qui ont bâti le Québec, qui ont fait grandir le Québec. Il y a définitivement quelque chose de très intéressant à aller creuser là-dedans, surtout dans les contextes historiques, et l'évolution de ces légendes-là à travers le temps. C'est pour ça qu'on en a parlé aujourd'hui, n'est-ce pas? Alors c'est tout pour la capsule d'aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez d'autres pistes de réflexion par rapport à la chasse-galerie, je vous invite bien évidemment à laisser vos réflexions en commentaire ou bien me contacter sur mes réseaux sociaux Facebook et Instagram. Likez la vidéo et abonnez-vous à ma chaîne YouTube et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle capsule. Bye bye!